Et je commence directement avec un homme qui sautait très haut et qui saute encore très haut. Renaud Lavillenie, 10e du classement. T'es dur. 10e du classement. Renaud Lavillenie, il a été recordman du monde du saut à la perche. Après Sergei Boubka. Tu le mets bas quand même. Ah ouais, tu l'as mis plus haut? Ah, bien sûr. On va voir. Pour moi, c'est un accomplissement énorme. Il a un titre de champion olympique. Bon, en 2016, on sait que c'est un peu bizarre ce qui s'est passé, mais bon, on dira rien. Renaud Lavillenie, tout simplement, plus grand perchiste français de tous les temps, un des plus grands perchistes de tous les temps. L'exemple de l'actuel plus grand perchiste. Ah bah lui, il faut pas dire ça. Mondo Duplantis, qui a rebattu son record du monde. Ah, de toute façon, plus le temps passe, plus le temps va nous donner raison. Donc, ouais, parce que les gens nous ont beaucoup critiqué, mais bref, ça c'est un autre débat. Nous, on sait qu'on a raison, bref. Mais Renaud Lavillenie, pour moi, 10e. Je le mets pas plus haut. Parce que devant, j'ai des mecs qui sont titrés encore plus fort. Et il s'est fait dépasser. Et pas juste dépasser, il s'est fait exploser. Il a pris, techniquement, c'était quoi, 6-15 6-16, il a 6-16, il a pris 14 cm dans les... 15 maintenant. C'est 31, il a fait 31. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça aussi, c'est que quand tu te fais dépasser aussi violemment, il y a aussi le fait que tu redescends un peu. Mais Renaud, quand même, c'est quelqu'un. Et surtout que dans l'athlétisme français et dans le sport français, c'est vraiment quelqu'un. Top 10, c'est Léon, le Toulousain, Léon Marchand. Top 10, je crois qu'il a le même âge que nous. Il est déjà très très haut parce que il fait partie des meilleurs nageurs de l'histoire. Donc forcément, il va être dans les meilleurs sportifs français de l'histoire. Il a été extraordinaire, 4 titres remportés au JO, donc sur la plus grande scène mondiale du sport, au JO à Paris. Donc forcément, France, sport français, Léon Marchand, les deux sont indissociables. Maintenant, je ne vais pas le mettre plus haut parce que comme j'avais dit dans un précédent top, Léon Marchand, bon, sa domination ne commence pas à partir de JO 2024, ça commence un peu avant avec quelques titres mondiaux en 2023 de tête là comme ça. Mais c'est très récent, c'est trop récent par rapport aux autres, c'est trop récent. Donc peut-être que dans plusieurs années, il sera plus haut dans un top français, mais 10e c'est déjà très très bien et big love à toi Léon. Courage pour la suite de la carrière. Moi je ne l'ai pas mis. J'écoute, mais quand même. Je ne l'ai pas mis Léon Marchand parce que justement, il y a ce caractère très récent encore. Ouais, okay. Mais il peut y être, il sera très haut. Et on le sait. Il sera peut-être tout en haut même, mais... S'il n'y a pas de pépin, normalement, oui. Hein. Top 9, c'est Renaud Lavillenie. 9e. Voilà, mais ça va. Voilà, non, tu peux pas mettre... Enfin, moi, en tout cas, vu que Léon Marchand était 10e, je ne pouvais pas mettre Léon Marchand devant Renaud. Mais du coup, ouais, il a son record du monde en 2014. Champion olympique, ce qui est très important pour moi, en tout cas, pour tous les athlètes, en tout cas. Et domination mondiale qui, globalement, elle part de 2010 à 2016. Globalement, généralement, si on la prend comme ça. Maintenant, je ne le mets pas plus haut parce que pour moi, il a un impact médiatique faible et j'ai pris en compte ça. J'ai pris en compte les performances de la personne, la concurrence face à laquelle la personne a été, mais également son impact médiatique, sa hype, sa renommée. C'est sûr que Renaud, il a un impact, mais par rapport aux autres, c'est difficile de le mettre plus haut. Et puis aussi, comme Elias a justement rappelé, son record du monde n'a pas juste été battu, il a été explosé par Mondo Duplantis. Donc c'est sûr que ça fait perdre de l'aura. Mais grand respect à Renaud et grand respect à lui. 9e, c'est déjà très bien. C'est déjà énorme. Être dans ce top-là, dans ces discussions-là, quand tu fais un sport comme le saut à la perche qui n'est pas très médiatisé, c'est exceptionnel. Top 9, on est parti. Et ça me fait plaisir qu'il y soit parce qu'il m'a fait ressentir beaucoup de choses, surtout aux Jeux Olympiques. C'est Erwin Ngapet que j'ai choisi, le volleyeur, double champion olympique avec la France, surtout à Paris. Les volleyeurs, je ne l'ai pas mis, j'avais trop de monde dans le magasin. Mais ça se tient, parce que moi aussi j'ai hésité, il y a des gens ils y seront pas et tout. Mais, donc voilà. Mais moi j'ai mis Erwin Ngapet parce que il m'a fait kiffer. Mais qu'est-ce qui m'a fait kiffer Erwin Ngapet. Je suis pas le plus gros consommateur de volley au monde du tout. Je suis même consommateur de volley très occasionnel. Que au JO pour ma part. Surtout JO, championnat du monde, etc. Mais je trouve que c'est un sport. J'adore ce sport déjà. Et à chaque fois que j'ai regardé, qu'est-ce que ça m'a fait kiffer. Et en allant voir le palmarès, machin, tout ça. Mais comment moi je pourrais pas le mettre personnellement.
Donc voilà, Erwin Ngapet, je le mettrai pas plus haut parce que l'impact qu'il a eu sur moi n'est pas aussi significatif sur les gens, même que pas d'autres. sur toi. Et je trouve qu'il y a d'autres sportifs en plus au global qui ont fait encore plus dans leur sport et en tout cas avec des performances que personnellement je valorise encore plus. Mais Erwin Ngapet, championnat d'Europe aussi, voilà, c'est 9e place. Donc mon top 8, c'est Tipeee, c'est Tony Parker, le plus américain des Français au final. L'ex d'Eva Longoria. Et du coup, non, je le mets 8e parce que c'est un joueur immense en NBA. C'est le Français qui a vraiment ouvert la porte pour les Français en NBA. Il prend 4 NBA, ce qui n'a pas été fait par beaucoup de joueurs qu'on aime beaucoup, comme par exemple KD. 4 NBA, c'est autant de bagues que LeBron, c'est autant de bagues que Steph, donc c'est pas rien. Il finit MVP des finales en 2007, MVP des finales, ce qui est très très important. Il y a Tim Duncan dans l'équipe. Alors qu'il y a Tim Duncan dans l'équipe, voilà, c'est une légende des Spurs. Hall of Fame. Hall of Fame, tout ce qui va avec. Mais pour moi, il est que 8e, Tony Parker, parce que même s'il a une hype de fou, même s'il a des accomplissements de fou, même s'il a une concurrence de fou. L'équipe de France. Non, même pas. Il a pris l'Euro en 2013. Il a battu les frères Gasol, ce qui est pas mal aussi. Mais il n'a jamais été considéré comme le meilleur de son sport. Donc comment je peux le mettre devant des gens qui ont dominé leur sport de manière écrasante? Ce n'est pas possible pour ma part. Top 8, j'ai choisi Nikola Karabatic. Oh, c'est bas. Vas-y, dis-nous pourquoi. Mais Nikola Karabatic, c'est de multiples titres de champion du monde, de champion olympique avec l'équipe de France, avec la plus grande nation de l'histoire du handball. Beaucoup de titres aussi avec le Paris Saint-Germain, avec le FC Barcelone aussi, si je ne m'abuse. Si, avec le Barça aussi. Donc, je pense, sans grosse contestation, le GOAT français, en tout cas au moins, du handball, et dans le débat, sans doute, du GOAT du handball, mais j'ai pas assez de connaissances sur le sport pour avoir une affirmation claire. Donc, s'il y a des handballeurs aguerris ou des suiveurs aguerris du handball, n'hésitez pas à me corriger ou à préciser parce que moi ça m'intéresse énormément. Peut-être nous dire Thierry Omeyer ou quelque chose comme ça, peut-être. Non, même je sais pas. Hansen ou quoi, tu vois, ouais, je sais pas, voilà, mais j'ai pas assez de connaissances profondes pour avoir un avis tranché en tout cas là-dessus. Mais sur ce top-là en tout cas, je sais que moi, dans ma vision des choses, il y est. Il est pas plus haut parce que plus haut, il y a soit des mecs qui ont des accomplissements que je trouve encore plus forts, soit des mecs qui ont des accomplissements très forts et qui en plus ont un impact, mais un impact encore plus élevé sur la vision française du sport en question. Je pense notamment à Tony Parker, ça on y reviendra après. Je spoil avant un peu, mais voilà. Mais du coup, 8e, jusqu'à ce matin, en vrai, il était 6e. Jusqu'à ce matin-là. Et ce matin, j'ai réfléchi et je me suis dit, ah, c'est dur. Et du coup, j'ai décidé de le redécaler 8. N'hésitez pas à ne pas m'insulter. Chez moi, en tout cas, aussi, c'est Sébastien Loeb, top 7, tout simplement. On en a déjà parlé il y a longtemps. J'ai mis Sébastien Loeb, 8e. Du bon vieux. J'avais été dur sur lui. Et en plus, ce qui était fort, c'est que là, c'est à part, mais c'est une des premières vidéos qui a pété de ouf ici sur les top 10. Mais du coup, ça me fait plaisir de reparler de Loeb. 7e, je le mets difficilement plus haut. Parce que c'est dur à lire. C'est dur à lire. C'est un sport hyper compliqué. De tous les sports automobiles, c'est pas le sport le plus médiatisé. Voilà. Donc déjà, ça limite sa hype. Mais 9 titres consécutifs. Mais 9 titres consécutifs. Voilà, c'est tout. Et c'est exceptionnel. Mais... Et concurrence un peu moins dense aussi. Mais quand F1, par exemple. Vu que Oji a aussi fait 9 titres, t'as un peu le même effet qu'avec Lavillenie où Là, il y a 9 titres consécutifs, donc accomplissement plus. Mais vu que Oji aussi a fait 9 titres, t'as un truc de... Ça a été refait. Ça a été refait, relativement refait en tout cas. Donc ça te fait perdre un peu d'aura. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on a dit avec Lavillenie, mais c'est exemple tout bête. Teddy Riner est incontesté au judo. Si un judoka arrive dans quelques années et t'envoie la même carrière que Teddy Riner, ça va prendre un peu de lumière à Teddy, forcément. Voilà, on n'aura pas le même regard sur ce qu'a fait Teddy. Mais en tout cas, c'est mérité. 7e, c'est largement mérité. Il est au panthéon français. Il est au panthéon français du sport.
Et si on est d'accord tous les deux sur la place, je pense que c'est pas pour rien. En tout cas, sur notre vision à nous du sport, elle est relativement similaire là-dessus. Top 6, j'ai choisi Tony Parker. C'est haut, c'est très haut, parce que comme tu l'as très bien souligné, ça n'a jamais été le GOAT de son sport ou dans les débats pour être le GOAT de son sport. Mais en fait, déjà, il prend 4 bagues en NBA, et 4 bagues, c'est rare. Même s'il y a une grande équipe et tout, il en fait partie, et c'est un acteur plus que majeur, parce qu'il a été MVP des finales au moins, il a été MVP des finales une fois. Donc il a quand même cette importance-là, c'est un Hall of Famer, c'est vraiment un joueur légendaire en NBA. Mais on peut dire qu'il a popularisé le basket en France. Voilà, et en fait c'est ça qui fait que je le mets plus haut pour moi. Il a contribué. C'est que j'avoue, c'est une petite entorse à ma règle que je fais habituellement et j'en ai déjà faite. C'est que je suis allé un peu au-delà de la performance sportive. Je suis allé sur la performance culturelle, c'est-à-dire à quel point ce que tu as fait dans ton sport, ça a ouvert des portes. Bien sûr. Et lui, c'est pas que ça a ouvert une porte, c'est que ça a explosé, les frontières. Aujourd'hui, en France. Aujourd'hui, même en Europe, hein, mais c'est pas le seul en Europe. Il y a eu des Nowitzki, etc., et Gasol, tout ça, qui ont participé. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé avec Victor Wembanyama, qui est un ovni ultime en premier choix de draft. Un Français. Ce qui était impensable. Je suis quasiment persuadé que même malgré tout ce qu'il y a autour de Wemby et malgré l'ovni que c'est, il n'aurait pas été choix numéro 1. Il aurait été très bien classé, mais il n'aurait pas été choix numéro 1. S'il n'y avait pas eu un Tony Parker ou plus tard un Nico Batum ou Rudy Gobert. Même Rudy, tu vois. En fait, les Américains, ils n'ont pas le même regard sur le basket français aussi depuis Tipeee. Parce que lui, quand il arrive, il avait déjà expliqué dans plusieurs interviews ou quoi, il le voit comme un petio. C'est un petio. Ils se sont dit, mais c'est qui ce mec? C'est un petit, quoi. C'est un petit français. Il fait la draft sans faire partie d'une université américaine. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est un nobody. Alors qu'aujourd'hui, tous ces joueurs-là, ils sont extrêmement respectés et le basket européen prend de plus en plus de place aussi en NBA. Il n'y a qu'à voir ce que fait Nikola Jokic, hein, tout simplement. Ou des qui joue au Real. Doncic joue au Real Madrid. Donc il y a toutes ces, ou même Giannis. Donc c'est aussi pour moi ce côté précurseur qui fait qu'il est aussi haut. Mon 6e, c'est inversé avec mon gars Elias. C'est Nikola Karabatic. Mec, on était à un truc d'avoir un top quasiment similaire. C'est un truc de ouf. En tout cas, 8, 7, 6. Nikola Karabatic, il est 6e parce qu'il a un palmarès qui est fulgurant. Il fait 3 titres olympiques, 4 titres mondiaux avec les experts toujours et 3 titres européens, ce qui est dur parce qu'on sait que le Danemark est très bon, on sait que tous les pays scandinaves généralement ils sont très durs à battre en handball, donc 3 titres européens c'est fort aussi. Il est élu plusieurs fois meilleur joueur du monde. Pour moi c'est une grosse tête, Nikola Karabatic, qui a gagné dans tous ses clubs, autant avec le Paris Saint-Germain qu'avec Barcelone, on l'a dit précédemment. Je ne le mets pas plus haut parce que l'impact médiatique est trop bas malheureusement. Aussi, il y a eu l'affaire des paris sportifs. J'allais dire, il y a des salles d'histoire aussi. Qui ont bien entaché sa réputation en France, qui fait qu'elle a été un peu blacklisté. C'est pas quelqu'un qui est beaucoup invité. C'est pas quelqu'un sur qui on s'intéresse beaucoup à son après-carrière, ce qui est dommage parce que c'est un immense joueur. Mais bon, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Mais en tout cas, voilà, il a un impact culturel et médiatique qui est un peu limité. Donc, je ne peux pas le mettre plus haut que 6e, malgré tout son talent et toute sa domination. Très bien. 5, top 5. J'ai choisi de mettre Bernard Hinault, sans contestation possible. J'ai mis 5e, 5 Tours de France, 3 Giro, 2 Vuelta, champion du monde sur route, plusieurs fois vainqueur du Tour, multiples vainqueurs d'étapes sur le Tour de France, sans doute le plus grand cycliste français de tous les temps, sans aucun doute, je pense. Oui. Ah ouais, on est d'accord. 4 Tours de France consécutifs aussi gagnés. Donc voilà, c'est un sport qui n'est pas assez médiatisé pour moi pour aller encore plus chercher plus haut. Et même en fait, lui, le nom de Bernard Hinault, aussi parce que ça date et que c'est fin des années 70, début des années 80, c'est aussi un nom qui remonte pas assez pour aller aussi chercher ces critères subsidiaires un petit peu d'impact, de popularité, etc. Surtout que dans le cyclisme français, on a beaucoup moins cette continuité. On a eu des bons coureurs, on en a encore. Là, il y a Paul Sexas, par exemple, qui a été très très bon, par exemple, à la Strade Bianche. Mais Thibaut Pinot, par exemple, Romain Bardet, tout ça, Bardet, c'était solide. C'est solide, mais on n'a pas eu ce retour-là où tu as un Français qui regagne le Tour. C'est un peu comme au tennis, quoi. C'est dommage, quoi. C'est un peu comme au tennis. Ouais, sauf que lui, pour le coup, il a allé chercher un truc
vraiment énorme. Mais ça rend aussi sa perf légendaire. Le fait d'être quasiment, encore plus légendaire en tout cas, le fait que tu vois, quand tu es déjà dans une grande nation de quelque chose et que tu es dans cette continuité, un peu comme ce qu'on a dit, un gars qui va rechercher tout ça, là quand tu es un des seuls qui a cette. Quand tu es le seul qui est à ce niveau-là, déjà, bah, c'est quelque chose. Mais quand tu amènes ton pays aussi haut sur un sport aussi compliqué, sur un sport aussi compliqué, et aussi avec beaucoup moins d'avancées technologiques. C'est ce que j'allais dire. Il y a beaucoup de cyclistes de cette époque-là qui sont tombés pour dopage. Lui, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas dopé. Donc, rien que ça, déjà, je lui tire mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de cyclistes de cette époque et d'un peu après, années 80, années 90, 2000, Armstrong, voilà, qui sont tombés. Lui, il n'est pas tombé. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il est clean et on pense qu'il est clean. Donc voilà, 5e. Il aurait pu être un peu plus haut, 5e. Mon top 5. Lui, il aime tout ce qui est... Il aime bien la polyvalence. Il aime bien goûter à tout. C'est Martin Fourcade. Top 5 ? Top 5. Ah, je pensais pas que c'était lui. Top 5. Okay. Accomplissement, on va dire ça en très rapidement. 5 médailles d'or olympiques sur la plus grande scène du monde, cette globe de cristal. Concurrence forte. Concurrence très forte que je ne vais pas citer parce que tout le monde ne les connaît pas, mais il y avait une grosse concurrence en tout cas. Et surtout, ce qui est important avec Fourcade, c'est qu'il a une très grosse aura en France. Il est très respecté. Il a écrasé son sport hein, sans contestation possible. Et il est très haut parce que très dominant pour moi sur quand même une bonne période. Maintenant, je ne peux pas le mettre plus haut parce que j'ai des gens qui ont été plus dominants que lui, dans des sports plus médiatisés que lui. Mais c'est quand même fort. Bravo Martin. Bravo Martin. Top 4, à une place d'écart, Martin Fourcade. Martin Fourcade parce que... en fait, j'ai pas envie de redire ce que tu as dit exactement, mais au niveau palmarès, il a tout dit. Allez voir la vidéo sur le top 5, ça fera des vues. Restez sur celle-là aussi, ça fera des vues. Non, en vrai, allez voir la vidéo sur Martin Fourcade top 5 parce qu'il expose le palmarès. On va pas le re-exposer ici, ça sert à rien. Mais Martin Fourcade, c'est l'étendard du sport alpin, on va dire. Du sport, j'ai envie de dire, pas de glisse, mais du sport d'hiver, voilà. C'est plus du sport d'hiver que je cherchais, français. Je le mets pas plus haut comme respecté en France. Ouais, je le mets pas plus haut comme toi parce que justement les gars plus haut c'est plus fort. L'impact médiatique, la concurrence, machin, parfois est plus forte dans des sports plus pratiqués, plus concurrentiels, plus pratiqués, ou parfois aussi que je considère ou j'apporte pas un respect parce que je respecte énormément Martin, mais une considération supplémentaire à la performance de ceux devant. Voilà, surtout pour un en particulier. Voilà, c'est pour ça que pour moi, il ne sera pas plus haut, mais il est au panthéon des plus grands sportifs français sans contestation. Et surtout, moi, le capital sympathie, il joue aussi, et c'est un bon mec. Il était ambassadeur du comité d'organisation des JO. Hein, c'est un bon gars. Il est extrêmement respecté, donc, toujours très propre sur lui, bien rasé, bien taillé, toujours dans les plateaux télé. C'est un bon gars. Martin, c'est un bon voilà. gars. Sourire bright. Top 4. Quatrième, c'est Bernard Hinault. Je ne vais pas répéter ce qu'Elias a dit, mais c'est une légende en France, c'est une légende dans le sport français. C'est une légende à une époque où il n'y avait pas autant de grands sportifs français que maintenant. C'est l'un des pionniers du sport. En France, en tout cas, surtout en termes de cyclisme. Dans une époque où le cyclisme n'était pas aussi avancé que maintenant. Il a dominé 5 Tours de France. C'est abusé, c'est stratosphérique, 5 Tours de France. 2 Vuelta, 3 Giro, je crois. Bref, c'est le boss. Il a fait un truc que Poggi n'a pas encore fait, gagner les 3 grands tours. C'est sûr. Malgré que tu as des Pogacar, tu vois, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas n'importe qui, Bernard Hinault. Et tous mes respects. Ah ouais, clairement. Bravo, j'adore ce top, il est dans le respect, il est dans l'hommage. Sous le symbole du respect aujourd'hui. On est dans l'hommage. Bien sûr. On est dans l'hommage. Parce qu'on est un pays avec de grands sportifs. C'est le débat, est-ce que la France a un pays de sport ? On ne sait pas, mais la France a de grands sportifs. La France, je le dis, la France n'est pas un pays de sport. Non, moi non plus, mais la France, je le dis, tu vois, genre, j'ai la séquence. La France n'est pas un pays de sport, mais la France est un pays avec de grands sportifs. D'immenses, immenses. Je suis pas sûr. Top 3, et j'ai choisi d'aller sur l'asphalte. Oh, on a le même, les gars. Ça, c'est bon. Je kiffe. Alain Prost. Alain Prost, bah oui. Mais vas-y, je t'en prie, vas-y.
Alain, 4 fois champion du monde de Formule 1, ce qui était pas un record parce qu'il y a Juan Manuel Fangio qui en a 5, mais ce qui était un record dans l'ère moderne de la Formule 1. Alain qui a fait la course avec Ayrton Senna. Alain qui a tenu tête à Ayrton Senna, qui est considéré par certains comme le meilleur pilote de l'histoire. Alain Prost qui a gagné avec plusieurs écuries différentes. Alain Prost, pilote emblématique. Alain Prost au panthéon de la F1, Alain Prost dominant sur plusieurs années, Alain Prost qui a 9 victoires en Grand Prix, c'est le 5e pilote le plus victorieux dans l'histoire de la F1, c'est une légende. Alain Prost, trop dominant, trop fort, trop impactant, parce qu'il a ouvert la porte à beaucoup de Français en F1 pour le mettre de côté, donc forcément il était 3e chez moi. D'accord. Voilà, j'ai le même à peu près argumentaire et c'est la première fois qu'on est autant d'accord sur un top. Franchement, ils sont très similaires. À 1 ou 2 places près, on a quasiment la même colonne de 3e à 8e. C'est énorme. Et même, je pense que les 2 premiers aussi. Hein. Ouais, peut-être pas. Mais dans l'idée, ouais. Voilà, Alain Prost, c'est le pionnier en fait. En plus d'être le pionnier, c'est le GOAT. C'est le GOAT français de la Formule 1. Moi, je respecte encore plus. Souvent, il y a cette comparaison. Est-ce que les sportifs d'avant pourraient performer aujourd'hui, des trucs comme ça? Moi, j'aime cette comparaison, surtout quand elle va aussi dans le sens d'avant. Va piloter les voitures. C'était plus dur, moins de sécurité. C'était du sport. Tu pars, tu sais pas si tu reviens. Et puis, tu sais pas si tu vas revenir. Même des grands pilotes, etc., ne sont pas revenus. Donc, paix à leurs âmes. D'autres sont revenus avec la peau brûlée. Mon numéro 2 chez moi, c'est l'ambassadeur de Pitch. C'est l'ambassadeur de Renault. Dédicace à mes frérots antillais. C'est Teddy Riner. Teddy Riner numéro 2, c'est un monstre. C'est une légende. C'est un monstre dans ce qu'il représente, mais c'est un monstre physiquement aussi. Il est incroyable. Il est trop fort. Il est juste trop fort. Il nous l'a montré encore au JO. Il est pratiquement invaincu pendant 10 ans. Champion du monde, je crois, à 21 ans, 22 ans, tout jeune en tout cas. C'est peut-être le meilleur judoka de l'histoire, finalement. C'est l'homme à cause de qui, au Japon, on a créé des écoles pour battre Teddy Riner, pour vous dire. C'est 11 titres de champion du monde, c'est des titres olympiques à l'appel. C'est le géant au sourire et au cœur grand comme ça. Il a un impact incroyable en France. J'ai réfléchi longtemps, je voulais le mettre premier, mais bon, premier... C'est dur. En fait, la concurrence avec celui que j'ai mis premier, c'est que le premier, il a une aura, une hype, un charisme infini et illimité. Et un crédit illimité, ce qui n'est pas le cas de Teddy. Et puis aussi, c'est 2 sports différents. Teddy, c'est le judo. C'est un sport moins concurrentiel que l'autre sport en question. Donc voilà, ça s'est joué sur des détails. Mais Teddy peut être premier. Si des gens en commentaire me disent que Teddy est premier, il n'y a pas de souci. Après longue discussion avec moi-même et avec mon compère ici, Zinedine Zidane. ZZ. Franchement, j'étais parti pour mettre Platini devant Zizou. Mais... on a beaucoup débattu. C'est vrai. Et en fait, j'étais sur l'argument de la première victoire, la première fois, les premières, tu vois, surtout en équipe de France qui sont très importantes. Mais en fait, l'impact de Zidane est planétaire et intemporel et historique. L'aura, le charisme. Donc, obligatoire. Il est obligatoire, Zizou. Deuxième. Qu'est-ce qu'on peut dire? Deuxième parce que football, deuxième parce que c'est le sport le plus concurrentiel. Donc, dans nos critères, ça rentre. Et surtout l'impact. Mais l'impact de Zinedine Zidane les moments iconiques. Historique. Les moments iconiques. La Coupe du Monde 98, la Coupe du Monde 2006, la Ligue des Champions 2002, l'Euro 2000. On a tout eu avec Zidane. Même la Coupe du Monde 2006. Hein. Mais ce que je dis, ouais, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, ok. Mais parce qu'au-delà du coup de tête, hein, c'est France-Brésil, c'est France-Espagne, France-Portugal, France-Italie, la Panenka, c'est tout. C'est toute cette phase finale-là aussi. C'est tout ce qu'est Zinedine Zidane, porteur aussi, porteur de la flamme olympique. Paris 2024 aussi. Et il y a une bonne raison à ça aussi, c'est que c'est Zizou, mais j'ai choisi un autre porteur de la flamme olympique. À la première position. Zidane deuxième. Et donc mon numéro 1. La fin. Mon numéro 1, c'est le chauve le plus connu de France. Du monde peut-être. Après, les USA ils vont faire chier. Les USA ils sont pas mal non plus. Mais c'est ZZ, c'est Zinedine Zidane. C'est
c'est le football, c'est la qualité de la première touche de balle, c'est le petit accent marseillais. Monsieur le Président. C'est le président, c'est reprise de volée extraordinaire contre Leverkusen en finale, c'est doublé contre le Brésil de la tête alors que c'est pas un joueur de tête, c'est match incroyable contre le Brésil en Coupe du Monde, c'est Panenka pour humilier Buffon en finale, c'est Ballon d'Or. 98 qui était bon, très discutable, mais Ballon d'Or 98 quand même. Ouais, mais tu mets un double en finale. C'est joueur immense, c'est Euro 2000. C'est quelqu'un qui prend en retraite internationale. Il revient. Et qui revient. Qui ridiculise toutes les grandes nations de l'époque, Portugal, Espagne, Brésil, Italie. Tu vois à quel point on voit que c'est ouf, c'est qu'il n'y a même pas besoin de dire Zidane revient. Il revient, c'est Monsieur Football, c'est une aura illimitée comme j'ai dit avant, et c'est pas pour rien, c'est une hype illimitée. Et c'est un capital sympathie. C'est un capital sympathie infini. Je pense que Zinedine Zidane, c'est la raison pour laquelle, ouais je le dis, c'est la raison pour laquelle le sport et le foot est le sport le plus pratiqué en France. C'est, tes parents, dans les années 2000, tu as un enfant, tiens, je veux que mon fils, il va faire comme Zidane. Regarde Zidane à la télé. Et tous les gens qui sont nés un peu entre 1995 et 2000, entre 1990 et 2000, savent l'impact d'un Zinedine Zidane. C'est pas Platini, c'est pas encore Mbappé, parce qu'on sait pas avec ce qu'il va faire en Coupe du Monde. Il peut pense que ça ne le sera jamais. S'il refait une Coupe du Monde et qu'il gagne en mettant 9 buts dans la Coupe du Monde, je pense qu'il passe devant ZZ. Ouais, mais je pense que dans l'esprit des gens. Il est pas. Tu vois le côté première fois là. Il est très décrié aussi. Tu vois le côté première fois là. Il va jouer. Parce que Zidane, c'est pas là. Ah, si c'est la première Coupe du Monde. Pardon, excusez-moi. En plus, Coupe du Monde en France, au Stade de France. Le top 1 chez moi, vous l'aurez deviné sans doute, c'était Teddy Riner. Il était déjà tellement haut dans mon top sportif all-time. Et il se retrouve là tout en haut parce que j'adore les belles histoires. Je pense que c'est ce que je répète le plus avec top dans ces vidéos-là. Mais prenez les JO 2024, regardez qui on a choisi en fait pour porter cette flamme olympique en dernier. Incroyable. On a choisi Teddy Riner. Parce que Teddy Riner, c'est le sport. Teddy Riner, c'est l'étendard, je trouve, du sport français. C'est la représentation la plus pure, je pense, du sport français, de l'image que la France peut, la plus belle image, une des plus belles images que la France peut avoir dans le sport. C'est la plus grande domination française dans un sport, je pense. C'est le GOAT de son sport pour le coup. C'est le GOAT français. En fait, en plus, par équipe, je trouve, il y a cette image-là aussi, où quand il a été choisi, là, quand il y a eu le tirage au sort et tout, tu te dis, mais on était tranquille. C'était dit. C'était fini pour les Japonais. C'était fini. Mais voilà. Mais pour moi, c'est vraiment, si on me dit, ouais Elias, demain, tu dois choisir un sportif français qui pour toi est le plus grand de tous les temps. Teddy Riner. Teddy Riner. Et il a réussi à avoir ce statut-là en pratiquant le judo, qui est un sport historiquement mineur, mais que la France pratique et est très bonne dedans, mais qui est un sport historiquement mineur. Donc je ne peux que m'incliner. Et je pense qu'on ne peut que s'incliner devant Teddy Riner. Comme d'habitude, les amis, on like, on s'abonne. C'était un plaisir, les gars. On espère que vous avez kiffé. Et on ne loupe pas les prochaines vidéos. Ciao.